tout le monde. Euh, je sais pas ce qui se passe. Moi, j'arrive pas à avoir le retour de son. Je n'entends pas, mais apparemment tout le monde m'entend. Tant mieux. Si c'est pas le cas, signalez-le à Si Mohamed. Bon, donc j'espère que tout le monde m'entend là. Salam alaikum, bonjour. Azul Fillawen. Bonjour à toutes les personnes qui sont déjà présentes. Bon, ben écoutez, je voudrais d'abord adresser tous mes remerciements à toutes les personnes qui m'ont écrit pour me souhaiter la re-bienvenue et bon courage et etc. pour la reprise de ces webinaires. Ben, je les remercie évidemment personnellement, une par une, un par un, et ça me touche beaucoup. Merci. Bon, ben écoutez, l'autre chose évidemment, c'est que il n'y a pas de quoi se sentir réjoui ni joyeux ni quoi que ce soit de ce genre d'adjectif ces temps-ci, malheureusement, avec ce génocide caractérisé. Excusez-moi, je mets en silence, voilà mon cellulaire. Génocide désormais est caractérisé et évident et dans l'indifférence presque générale en Palestine. Personnellement, ça m'affecte énormément. Je suis sûr que ça affecte beaucoup de monde aussi. Et bon, je ne sais pas où va ce monde de folie, mais je pense que je vais en parler parce qu'il y a eu des questions en ce sens qui m'ont été envoyées, que j'ai notées là. Alors voilà, vous voyez, les principales, ça tient pratiquement une page, mais je n'ai pris que l'essentiel. Il y a encore regroupé, comme d'habitude, les questions qui m'ont été posées. Bon, alors donc, l'autre chose dont je voudrais parler, comme d'habitude, c'est un peu l'actualité, comme je le dis, mes indignations devant tout ce qui se passe dans ce monde qui sait plus où il va. Alors je vous le dis en toute objectivité, sain d'esprit et de corps, enfin de corps pas beaucoup, mais d'esprit au moins, c'est sûr, pourvu que ça dure. Notre monde est en train de se comporter comme un canard sans tête. Voilà, vous prenez un canard ou une poule ou une dinde, vous lui coupez la tête, vous la lâchez, ou vous le lâchez et il ne sait plus dans quel sens, dans quelle direction donner. Et ça, c'est en train de travailler énormément. Je suis en train de continuer à informer le plus possible ma démonstration à travers la physique théorique et la thermodynamique de ce qui nous arrive. Là, je suis en particulier en train de terminer certains travaux de Ernst Schrödinger, prix Nobel de physique, et de Boltzmann, prix Nobel de physique aussi, qui a passé pratiquement une bonne partie de sa vie à chercher une, une infime infinité de probabilités d'inversion de ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire la finitude obligatoire et indubitable de tout dans le monde tel que nous le connaissons. Il y aura un autre monde, un autre univers certainement, mais nous n'en avons aucune idée. Ce sera peut-être le règne de la matière noire ou des trous noirs ou de la matière alternative. Enfin, on ne sait plus comment l'appeler, mais on sait très bien aujourd'hui, c'est une certitude que il y a un univers parallèle, au moins un,
et c'est peut-être cet univers parallèle là qui prendra la relève. Mais pour l'instant, vous vous rendez compte, il suffit qu'une des 3 forces, donc l'électromagnétique, la nucléaire et la gravitationnelle, il suffit qu'une de ces 3 forces perde ou gagne, pratiquement un iota de sa force, de l'exercice de sa force, pour que tout le comportement de la matière et de la non-matière ou la matière alternative ou la matière noire, et cetera, change complètement. Donc un iota de changement dans une de ces forces et notre univers ne sera plus du tout le même. Et donc il n'est pas dit que ce que nous faisons sur notre planète, il n'y a absolument aucune certitude là-dessus, que ce que nous faisons, que ce que l'être humain fait, enfin l'être humain, je parle essentiellement de l'Occident, bien sûr. Alors je vous suggère de lire, d'une façon ou d'une autre des extraits sur le web ou comme vous pourrez. Le dernier livre de celui avec qui j'étais ami à un certain moment, bon, on s'est perdu de vue un peu, on a écrit 2 livres ensemble, enfin, on a collaboré à 2 livres ensemble et à plusieurs, colloques. Emmanuel Todd, pour qui j'ai le plus grand respect et qui vient d'écrire La fin de l'Occident. C'est un livre très intelligent et qui indirectement confirme, donc avec des arguments plutôt démographiques, anthropologiques, historiques, parce qu'il est un des produits du groupe des Annales, donc le groupe d'historiographie que je respecte le plus dans le monde depuis un certain nombre d'années, composé par Fernand Braudel, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a été le maître de Emmanuel Todd, et Philippe Ariès. Bon, ils sont 5 ou 6, je ne vais pas tous les citer. Et donc, il semble que les analyses d'Emmanuel Todd confirment ce qu'on appelle en science une confirmation externe, et donc externe dans tous les sens du terme, externe en termes de discipline, de science utilisée, et en termes d'arguments et de raisonnements conduits, confirme mes inquiétudes les plus graves, à savoir que non seulement notre façon de faire de l'économie dans ce monde, qui est une façon imposée par l'Occident, et je ne le répéterai jamais assez, cette façon de faire de l'économie est une façon qui nous a été imposée par l'Occident, qui a décrété depuis Descartes que l'être humain était le maître de la nature et que la nature était là pour servir l'être humain ad vitam aeternam ad libitum, donc sans limite et sans scrupules. Vous vous rendez compte que nous faisons une économie qui n'a aucun scrupule, c'est-à-dire aucune morale. Alors, quand j'entends dire que, par exemple, récemment, certains économistes, et puis avant eux même Sarkozy, même François Hollande, après la crise de 2008, qui disaient qu'il fallait moraliser le capital. Et récemment, j'ai lu des publicités de HEC Montréal avec laquelle vous avez les relations que vous devinez, que j'ai les relations que vous devinez, et donc d'autres écoles de ce genre, de nouveaux MBA, etc. Enfin, une catastrophe. C'est MBA, Master in Business Administration. Moi, j'appelle ça Me Before Anybody ou Me Before Anyone. Moi, avant tous les autres. Alors, je vois qui parle de la dernière arme nucléaire qui serait utilisée dans l'espace par l'électromagnétisme. Le rayon gamma et le X sont le dernier recours pour l'homme pour s'autodétruire. Et oui, malheureusement, vous avez raison. Quoique je ne sache pas exactement les détails de ce qui se passe avec les rayons gamma, les rayons X et l'électromagnétisme,
Mais bon, c'est sûr que, en tout cas, ce que nous faisons sur Terre, en plus avec les éoliennes, et cetera, l'énergie solaire, tout ce qui s'ensuit, on provoque certainement des influences sur le champ magnétique terrestre, en tout cas, qui se manifestent déjà par là où il y a des concentrations d'éoliennes, par des champs magnétiques qui rendent malades les bêtes, notamment les animaux, et qui font des dégâts même dans la végétation et la faune et la flore alentour, parce que quand vous mettez tout un réseau de câbles, surtout à très haute tension, d'électricité qui traverse le souterrain, donc, eh bien, vous provoquez évidemment des champs magnétiques. Enfin bon, pour ceux qui se souviennent de leur cours de physique de première, secondaire, on avait déjà appris ça avec le solénoïde, je pense, et la théorie du courant induit, et cetera. Et puis bon, le champ magnétique, qui change de sens ou pas, ou d'intensité. Enfin bon, je me rappelle pas des détails de tout ça, mais on le sait. Ce que je viens de dire, donc, des champs électriques entrecroisés ou parallèles, et cetera, provoquent des champs magnétiques ou des changements, des modifications dans les champs magnétiques qui peuvent être très, très, très dommageables. Bon, alors je pense que c'est de ça que ce monsieur veut parler, mais moi je parle essentiellement déjà l'entropie, la thermodynamique, c'est déjà. Et là, comme je vous dis, quand je me suis remis un peu à creuser la question au vu de ce qui se passe en ce moment dans le monde, avec tous ces changements climatiques, comme on le dit, moi j'appelle ça dérèglement climatique à cause des activités économiques imposées par l'Occident, c'est-à-dire des activités économiques extractivistes infinies et qui sont totalement contraires aux lois de la nature et de l'univers, qui sont des lois de l'équilibre et du fini. Il n'y a pas d'infini ni d'équilibre non homéostatique dans notre univers et la nature et la Terre. Bon, alors donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de mes avancées dans cette peut-être nouvelle piste, ou en tout cas piste complémentaire que j'essaye d'explorer, en même temps aussi avec le dernier livre de Stephen Hawking, New Brief History of the Time, nouvelle brève histoire du temps, où il parle du devenir de la matière, si j'ai bonne mémoire. Bon, en tout cas, bon, je vous tiendrai au courant. Alors, donc, ça vous n'échappe pas, le homard Artouf qui vous parle maintenant, eh bien, il vous parle avec beaucoup d'inquiétude, et des inquiétudes qui s'accélèrent au vu de ce qui se passe dans ce monde. Alors, il ne faut pas croire que la guerre d'Ukraine, les guerres, 500 conflits, j'ai déjà dit, dans le monde actuellement, les guerres d'Ukraine, Palestine, et cetera, enfin le génocide de Palestine, tout ce qui se passe, tout ça, ça n'est pas du tout sans lien avec les conséquences économiques de ce système économique dominant dans lequel, je vous le dis, et c'est l'une des conclusions auxquelles je suis en train d'aboutir avec donc ces nouvelles explorations que je suis en train de faire et qui rejoignent une phrase. Alors quelqu'un écrit n'oubliez pas de liker le live, ça aide beaucoup. Ah ben merci beaucoup, hein. Oui, vous avez raison. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur abonnement, n'oubliez pas non plus de mettre des commentaires. Alors je remercie les 360 et quelques personnes qui ont visionné le dernier webinaire la semaine dernière jusque-là. Mais il y a eu qu'un seul ou deux commentaires, je pense. Alors s'il vous plaît, les commentaires, les abonnements, les likes, tout ça, ça compte beaucoup. Et vous pensez bien que ce que j'ai à dire est important, ne serait-ce que du fait de sa rupture avec le discours létal dominant qui nous conduit comme les animaux à sang-froid qui n'ont pas de système pour détecter le changement de température. C'est comme si nous étions dans une casserole en train de bouillir comme une grenouille
et nous allons mourir la bouche ouverte dans la casserole qui bout. C'est le cas de le dire avec le réchauffement climatique et tout à fait heureux et béat de mourir sans nous rendre compte que l'eau est en train de bouillir entre nous, autour de nous et en train de nous ébouillanter. Bon, alors donc, je disais, c'est le cas de le dire. Alors, apparemment, l'une des choses que j'ai lues, c'est aussi l'influence, évidemment, s'il y a un réchauffement climatique, changement des conditions atmosphériques, tout ce qui s'ensuit, des courants d'air, des directions, des grands courants d'air, à travers les continents, à travers les océans, tout ce qui s'ensuit, eh bien, ça ne peut pas ne pas avoir d'influence sur les courants marins et donc il est des courants marins, bon, il y en a qui sont connus, le Niño, la Niña, le Labrador, le Gulf Stream, le Gulf Stream étant chaud, le Labrador étant froid, le Niño et la Niña, ça alterne selon les deux, entre 2, 3 et 4, 5 années sur le Pacifique. Les deux autres, c'est principalement l'Atlantique et l'Atlantique Nord. Et donc, alors apparemment, on a déjà connu une phase dans la préhistoire, je ne saurais pas vous dire combien de milliers d'années ou de dizaines de milliers d'années, mais une des dernières glaciations de l'hémisphère nord, donc de l'Europe, etc., a été due à ce qu'on appelle l'effondrement d'un courant chaud qui continue jusqu'à aujourd'hui à contourner donc les bords de l'Atlantique, etc., et à remonter vers la France, vers la Manche, vers la mer du Nord. Et puis ensuite, il rejoint un autre courant, un courant froid qui va dans l'autre sens. Et ensuite, ça revient en courant chaud, etc. Mais avec le réchauffement climatique et le changement de la température à la surface et entre deux eaux des mers, de ce que j'ai compris, ce courant risque ce qu'on appelle l'effondrement. C'est-à-dire qu'il va s'effondrer sous l'influence de euh, l'accroissement du courant froid et donc qui va faire plonger le courant chaud. Voilà pourquoi je pense qu'on appelle ça l'effondrement. Et donc, on a déjà connu ça, paraît-il, dans la préhistoire. Et, et lorsque ce courant chaud s'effondre, alors regardez la Méditerranée, par exemple. Bon, alors elle est en train de, de devenir une mer quasiment cimetière dans tous les sens du terme. Et il y a des poissons qui vivaient pratiquement dans les eaux tropicales qui sont aujourd'hui en Méditerranée et même plus haut vers le golfe de Gascogne et vers la Manche, etc., etc. Bon, alors donc par des phénomènes que je ne saurais vous expliquer, eh bien, ces interactions entre ces courants chauds et courants froids, à cause de ce que nous faisons dans nos activités économiques, eh bien, nous courons le danger que ce courant froid l'emporte donc parce que comme je vous disais, la température de l'eau des mers et des océans à la surface et entre deux eaux se réchauffe et donc en se réchauffant, elle ouvre la porte un peu plus grande à ces courants froids qui passaient par ailleurs. Et donc, ces courants froids qui se rapprocheraient plus de là où passaient ces courants chauds, vous savez que le froid est plus pesant que le chaud, donc, et donc provoquerait, en tout cas plus dense, l'effondrement de ce courant chaud, et on connaîtra une ère de glaciation de pratiquement toute l'Europe.
c'est-à-dire jusqu'au sud de l'Espagne et pratiquement le nord de l'Afrique du Nord. Et ça, c'est pas une question de dizaines de milliers d'années là. C'est une question de sans doute quelques années, quelques dizaines d'années. Bon, alors voilà un peu les choses sur lesquelles je travaille en ce moment et sur lesquelles j'essaie de réfléchir. Vous voyez, c'est pas simple, mais bon, on va essayer. Je vais essayer d'en tirer des conclusions les plus plausibles et je vous en ferai part au fur et à mesure, parce qu'évidemment aujourd'hui, je l'ai dit 1000 fois, et je le redis encore, il n'est plus question de penser économie, survie, alternatives futures, etc., sinon en termes globaux qui incluent toute la planète au minimum. Si ce n'est pas même au-delà de la planète, à cause de ce que la stratosphère, la ionosphère, etc., pourrait provoquer dans les très hautes altitudes de notre Terre. Bon, alors donc, l'autre chose dont je voulais vous parler, c'est bon, quelques questions d'actualité en Algérie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je vois une politique économique, d'après ce que je lis en tout cas, qui frise la schizophrénie. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Le BRICS, il n'en est plus question. Alors, on parle, je l'ai lu, là, dans les journaux algériens, nos pouvoirs parlent de virage vert ou de consolidation du virage vert énergétique algérien par le fait que l'Algérie va se tourner plus vers l'extraction minière et les gaz de schiste, notamment avec des accords qui sont en train d'être négociés avec les États-Unis, ce qui est une catastrophe. Mais c'est incroyable. Comment peut-on parler de virage vert quand on va vers du plus grand extractivisme, quel qu'il soit? Que ce soit de l'extractivisme de l'énergie fossile ou de fer ou de zinc ou de tungstène ou de tolcan ou de tout ce que vous voudrez, tout ça, ça contribue à nous éloigner du virage vert. Ça n'est absolument pas un virage vert que de changer ou de diminuer l'extraction du pétrole, si c'est ça je ne sais pas, le plan, pour aller vers l'extraction du tungstène ou du tolcan ou du fer ou absolument pas. Ça peut être même pire dans certains cas, tellement il faut de produits chimiques différents, adjuvants, liants, diluants, etc., pour l'extraction de certaines formes de minerais. Et alors encore plus pour le traitement et les rejets dans l'air, etc., etc. Bon, alors je ne comprends pas. Je trouve ça presque schizophrénique. On leur en parle aussi de l'hydrogène blanc. Alors l'hydrogène blanc, là aussi j'ai lu ça dans le journal d'Algérie, le pouvoir algérien s'oriente vers, là aussi on parle de virage vert, comme si l'hydrogène blanc, alors il s'agit qu'il y a deux hydrogènes, il y a l'hydrogène blanc et l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu, c'est celui qu'on va extraire de l'eau, évidemment, avec l'électrolyse. L'électrolyse, donc un courant électrique dans l'eau, etc., cathode, anode, etc. Ouais. Et puis, on peut séparer l'oxygène de l'hydrogène, deux eaux, et on peut donc prendre soit l'oxygène, soit l'hydrogène et laisser le gaz dont on n'a pas besoin. Bon, l'hydrogène blanc, c'est celui qui se trouve naturellement dans les roches, dans la terre, enfin sous terre, il paraît, ça se trouve comme ça naturellement. Et donc là aussi, apparemment, il y aurait des techniques pour aller l'extraire. Mais cet hydrogène blanc, pour son extraction, nécessite des investissements. C'est comme le gaz de schiste, comme etc. L'extraction minière et tout. C'est très capital intensive. Ça nécessite beaucoup d'énergie, de capital, et donc d'énergie
primitive, en amont pour aller chercher le moment où on pourra tirer un peu d'énergie, supplémentaire par rapport à l'énergie qu'on a mise pour aller chercher cette marge d'énergie supplémentaire pour l'utiliser. Bon, un minerai ou le gaz de schiste, ce que vous voudrez, etc. Bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et je continue à lire ça dans les journaux algériens et ça me désole énormément. Donc, que l'Algérie aille dans cette direction-là. Et puis aussi la direction, encore et encore, l'économie de la connaissance, les start-up, les je sais pas quoi, les etc., etc., etc. Bon, alors là, écoutez, la bourse, l'économie virtuelle, la on parle même de monnaie, genre Bitcoin, etc., de monnaie alternative, là, monnaie virtuelle. Mais tout ça, c'est de l'argent imaginaire. C'est expliqué noir sur blanc dans mon chapitre sur la thermodynamique et l'argent, etc., dans la stratégie de l'autruche et dans des articles et des webinaires que j'ai fait là-dessus. Mais en plus, j'insiste et je réitère et je réitère et je réitérerai 1000 fois cette forme d'économie là, dite virtuelle, ce n'est que de l'argent imaginaire. Alors, des transactions imaginaires à la bourse, ces transactions-là n'existent que dans les filages des ordinateurs et les puces et notre imagination. C'est tout. Ça n'existe nulle part. Ça n'a aucune valeur, aucune utilité, aucune existence, aucune commodité, aucune forme de concrétude, si j'ose dire ainsi. Or, l'économie sans la concrétude n'est pas de l'économie. C'est du rêve. C'est tout. Alors, regardez l'Europe, où elle va. Regardez les États-Unis, où ils vont avec cette double folie d'accélérateurs sur les gaz de schiste, etc., etc., et tout le non conventionnel qui est en train de tuer cette planète et l'atmosphère, et tout ce qui est imaginaire, donc la bourse et les startups, etc., etc., tout ça, c'est de l'argent imaginaire qui, une fois mis sur le marché, si j'ose dire, parce que je ne crois pas au marché, évidemment. Alors, croire, alors regardez un peu, encore une religion, hein, on dit que c'est des États laïques, etc., etc., mais vous allez à Washington, vous avez 3 ou 4 religions dans l'État américain, ou l'État canadien, ou l'État français, l'une de ces religions, c'est le néolibéralisme et le marché. Croire au marché. Voilà, il faut y croire. Voilà, le marché, voilà. Vous croyez ou vous croyez pas. Et à partir du moment où vous y croyez, vous avez toute une bibliothèque de sciences économiques qui vous explique comment fonctionne ce marché, qui n'est rien d'autre qu'une profession de foi. Je crois au marché, donc. Alors écoutez, je vais arrêter là mes indignations, il y en a beaucoup plus. Bon, les questions qui m'ont été posées, peut-être une qui a rapport avec bon, je répondrai à d'autres. Certains m'ont dit, bon, après le constat de la thermodynamique, et etc., de ce que vous faites, du fait que cette économie que nous faisons est beaucoup plus destructrice que constructive, comme l'a dit feu Bernard Maris, avec qui j'ai fait le fameux film, le fameux documentaire L'Encerclement, eh ben, qui est un grand économiste français, qui était, paix à son âme, eh bien, il a dit, il y a déjà dans les années 80, l'économie ne fait plus de profit que sur le chômage, la misère, les injustices, les inégalités, les guerres et la pollution. Voilà, c'est écrit tel quel
ou pratiquement dans son livre qui s'intitule Lettres ouvertes à ces gourous économiques qui nous prennent pour des imbéciles. Bon, lui-même étant étant à l'époque un grand économiste. Bon, Lettres ouvertes, je vous conseille ce livre le plus chaleureusement du monde. Lettres ouvertes à ces gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles. Bon, alors je pense que je l'ai déjà cité. Alors voilà donc, alors pourquoi je vous parlais de ça? Eh bien, heu, c'est, parce qu'on me pose cette question. Maintenant, monsieur Aktouf, que vous avez posé ce diagnostic-là qui est terrible, évidemment. Bon, thermodynamique, entropie, tout ça, une économie entropique, c'est-à-dire une économie qui ne fait que dégrader de l'énergie sans la compenser d'aucune façon. Et cette énergie qui n'est compensée d'aucune façon, ça se traduit comment? Ça se traduit par les haragas, ça se traduit par il y en a aussi au Vietnam, il y en a aussi ceux qui essayent de fuir l'Amérique latine, la misère de l'Amérique latine, la Palestine, l'Ukraine, etc., etc. C'est par ça que ça se traduit. Bon, alors donc on me dit, mais quelles sont les perspectives d'avenir? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour encore faire? Alors, on parle encore des profits, des surplus, de ceci, du PNB. Arrêtez, s'il vous plaît, de penser en termes de croissance. Il faut penser désormais en termes de décroissance. Et c'est urgent. Et cette décroissance est très possible. On en parlera plus tard. Je vous ferai un ou deux ou quelques webinaires sur ce concept de décroissance et comment y arriver. Mais je me demande s'il n'est pas déjà trop tard. Hélas. Bon. Quelqu'un qui pose une question, Monsieur Djabari, que pensez-vous, cher professeur, de cette dépendance accrue aux ressources naturelles en Algérie et l'instabilité des marchés à cause des nombreux bouleversements économiques et géopolitiques que connaît le monde actuellement? Dépendance accrue aux ressources naturelles. Ben, on est toujours dépendant des ressources naturelles. Et plus la démographie augmente, évidemment, et on sait que la démographie chez nous est en augmentation, et bien plus la démographie augmente, plus évidemment on a, on a besoin de ressources naturelles, tout à fait normal. Mais le problème, ce n'est pas le besoin ou le non-besoin de ressources naturelles. Alors il y a aussi deux verbes qu'il ne faut pas confondre. Ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Voilà. Alors ça c'est un énorme problème philosophique, économique, métaphysique, tout ce que vous voudrez. Est-ce que ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin? Bon, je veux une Mercedes. Bon, alors, est-ce qu'une Mercedes est un besoin? Pas besoin d'une Mercedes. J'ai besoin de 4 roues qui roulent. Voilà. Alors, déjà, s'il vous plaît, faites attention à ça. Ce que nous voulons et ce dont nous avons besoin. Alors, les ressources que nous avons, si nous en prenons ce que nous voulons, évidemment toujours plus, ben, bien sûr que nous sommes en train de détruire notre pays. Mais si de ces ressources naturelles, nous prenons ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire des besoins essentiels et indispensables, pas plus, eh bien, c'est une autre affaire. Ça deviendra de l'économie durable parce que ça sera plus proche de ce fameux équilibre homéostatique dont j'ai parlé plusieurs fois. Bon, alors, ce que j'ai lu dans les journaux algériens aussi, c'est le triomphalisme de notre ministre du Commerce ou des Finances ou de je sais pas quoi, ou des exportations, qui se gargarise du fait que l'Algérie a exporté jusqu'à 7 milliards de dollars de produits non pétroliers, non hydrocarbures. Mais moi, je dis ça, je meurs de honte. Un pays comme l'Algérie qui n'arrive à exporter que 7 milliards sur bon, la quantité de milliards que l'on sait
de notre PIB ou de notre PNB et la part que l'on sait des hydrocarbures, se gargariser d'exporter 7 milliards et dans ces 7 milliards, il y a des dates, il y a je sais pas quoi, il y a des produits évidemment de très haute technologie, mais c'est une honte. Il faut plutôt le déplorer que le clamer. Exporter des dates, il y a pas de quoi se gargariser là, ou l'équivalent dans d'autres domaines, toute matière de base. On commencera à se gargariser quand on exportera des composants de moteurs et électro-hydrogène, je sais pas quoi, etc., à la France et à l'Italie et ailleurs. Là, d'accord, on pourra commencer à se gargariser. Bon, alors donc vous voyez comment ça, tout ça, c'est de la fuite en avant. Et cette fuite en avant est aussi inscrite dans cette économie néolibérale, dans ces mensonges. Et l'un des plus grands mensonges, c'est celui-là. C'est celui de transformer quelque chose qui est en fait éminemment destructeur en son contraire, c'est-à-dire éminemment souhaitable et constructeur. Voilà. Alors non, exporter, 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 etc. Oui, mais exporter selon les besoins, pas selon les caprices et le vouloir. Je veux. Alors si la France veut 2 fois plus de notre pétrole, on va trouer 2 fois plus notre pays. Bon, exportant à la France et que la France se contente du pétrole dont elle a besoin, pas ce qu'elle veut ou ce que ses dirigeants veulent ou ses grosses fortunes veulent. Bon, alors vous voyez un peu jusqu'où ça va, on y reviendra sur cette question de différence entre vouloir et avoir besoin. Vous verrez quelle influence ça a sur l'économie. Bon, alors l'autre chose, donc oui, j'étais en train de vous dire, on me dit oui, après ce constat sur la thermodynamique, etc., quel avenir vous prévoyez, quelle perspective, et on parle encore de croissance. Alors, s'il vous plaît, non. Alors, j'y reviendrai, mais tout de suite, je vais calmer les ardeurs de ces personnes, pardon, qui me parlent de perspectives possibles de revenir à de la croissance, etc., malgré ce constat et cette analyse à laquelle nous conduit le paradigme thermodynamique et de la physique théorique. S'il vous plaît, il est grand temps d'arrêter de penser en termes de croissance. Et plus que grand temps. Il faut commencer à penser, commencer déjà depuis longtemps, depuis les années 80, quand la fameuse courbe de la qualité de la vie et la courbe de l'augmentation du PIB en termes numéraires, donc en termes artificiels, en termes d'argent imaginaire, comme je l'ai expliqué, à la bourse, etc., eh bien, à partir de ce moment-là, il fallait déjà commencer à penser en termes de décroissance à l'échelle de la planète et non pas en termes de croissance. Alors, décroissance, ça veut dire tout simplement que tout individu, comme l'a dit Albert Jacquard, la planète peut supporter jusqu'à 10 milliards d'individus, mais 10 milliards d'individus qui vivent au niveau moyen du paysan du Brésil, c'est-à-dire selon les besoins essentiels indispensables. Point. Pas 3 Mercedes, 4 Mercedes, 2 yachts, je sais pas quoi, des villas à étage à tête chercheuse, etc., etc. Bon, alors, recommanderez-vous le basculement vers l'économie circulaire durable? Non, s'il vous plaît, arrêtez tout ça. Économie circulaire durable, tout ça, ça n'a aucun sens tant qu'on admet l'existence du profit. Voilà.
Donc la première des choses à laquelle il faut penser, c'est comment éliminer ce maudit profit. Parce que le profit n'a d'existence qu'en polluant, en détruisant, en appauvrissant, en créant des guerres et de l'injustice et des inégalités. Alors il n'y aura rien de circulaire, ni de durable, ni de supportable, ni de sustentable, ni de etc. Sinon, à partir du jour où on renoncera au profit. Et je l'ai déjà expliqué, je l'expliquerai encore plus en détail. On peut très facilement renoncer au profit, parce que renoncer au profit, c'est tout simplement vivre en état d'équilibre avec la nature et avec les augmentations des besoins des êtres humains et non pas des vouloirs des êtres humains. Alors si on met ça en parallèle, besoin et ce que la nature peut donner, on arrive à un équilibre, ce qu'on appelle la croissance zéro, John K. Galbraith. Eh bien, oui, là, on pourra commencer à penser à économie circulaire, économie durable, etc. Mais tant qu'on admet l'idée de profit, et particulièrement l'idée de profit maximum, eh bien, tout ça, c'est que du blabla et des paroles en l'air, qui n'ont aucun sens, absolument aucun, scientifiquement parlant. Bon, quelqu'un qui écrit la vraie économie, c'est le jardin potager. Ben oui, ça c'est les survivalistes, c'est la théorie des survivalistes. Oui, jardin potager, oui, oui, pourquoi pas. Si vous appelez jardin potager, c'est une métaphore de ce dont j'ai besoin et non pas ce que je veux, eh bien, il n'y a pas de problème, oui. Oui, pourquoi pas. Ça peut être une métaphore tout à fait valable. Bon, alors on va continuer. Là, on était arrêté la semaine dernière. Je m'excuse pour les autres questions qui m'ont été posées. Il y en a des importantes quand même, mais bon, que voulez-vous? On y reviendra. Je vais partir, tiens, d'une qui m'a été posée. Est-ce que la division du travail, me demande 7 ou 6 personnes, parce que je sais plus, j'ai condensé des questions. Est-ce que la division technique du travail, telle que je l'ai expliqué la semaine dernière, finalement n'est pas une bonne chose, puisqu'elle conduit à la possibilité de mécanisation et de robotisation, puisqu'elle permet de simplifier et de décortiquer, de diviser un travail plus ou moins complexe, ou une tâche plus ou moins complexe, en tâches extrêmement simplifiées qui permettent de faire tout ça par des machines ou des robots et donc permettre à l'être humain finalement de se consacrer à des tâches plus nobles, plus etc., comme bon, vous connaissez la chanson. Alors ça, je l'explique dans Stratégie de l'autruche, que j'ai commencé à écrire en 2001. C'est encore un tour de passe-passe. On a fait miroiter ce que j'ai appelé la deuxième révolution, c'est-à-dire la révolution de la mécanisation, donc de l'introduction de la machine, qui est la troisième ou la quatrième étape par rapport à ce que j'ai appelé, souvenez-vous, la manufacture primaire ou la manufacture de premier degré, enfin appelez ça comme vous voudrez, par rapport à la manufacture secondaire, puis par rapport à l'usine moderne et par rapport à l'usine mécanisée. Et ensuite l'usine robotisée. Bon, donc vous voyez, donc nous avons 4 ou 5 étapes là, de transformation, et même une sixième si on intègre le mode de production qui avait cours lors de l'existence et de la dominance de l'échoppe de l'artisan. Bon, alors donc cette division technique du travail, oui, vous avez raison. Celles et ceux qui m'ont posé cette question, effectivement, elle permet de subdiviser le travail qui est complexe, de faire un produit, une commodité complète, totale,
J'avais pris l'exemple du soc d'une charrue, puisque je parlais de Taylor alors quelqu'un me dit: «Le reverse engineering utilisé par les pays émergents peut-il s'appliquer sans polluer leur environnement? Comment remédier à cela?» Ben écoutez, voilà, ça c'est une question, réservoir engineering et le reserve engineering et cetera. C'est une des techniques, notamment issues de l'industrie pétrolière pour faire durer le plus possible un bassin pétrolier quelconque. Mais tout cela, encore une fois, je n'ai rien contre, absolument rien, mais à condition qu'on élimine la question létale, mortelle, mortifère du profit. Voilà. Éliminer la question, faites du réservoir engineering sans y inclure l'idée de faire plus de profit, et je suis d'accord, 1000 fois d'accord. Mais qui va enlever l'idée de profit? Qui? Quand? Quand la nature nous obligera. Et elle nous obligera. Vous verrez. Bon, alors donc, s'il vous plaît, une bonne fois pour toutes ces questions et celles qu'on me pose aussi par mail restent, et ce n'est pas votre faute, hein, je vous en veux pas du tout. C'est ceux qui me posent des questions, c'est ces questions-là. Absolument pas, d'aucune façon. Vous posez des questions qui restent à un niveau épistémologique inférieur aux véritables questions qu'il faut se poser aujourd'hui. C'est-à-dire à un niveau épistémologique ou méthodologique, enfin, bon, les deux s'impliquent l'une l'autre, qui reste au niveau des modalités. Alors, est-ce que les modalités réservoir engineering, c'est vrai? Est-ce que la modalité économie circulaire, c'est vrai? Est-ce que la modalité qualité totale, c'est vrai? Est-ce que la modalité, tout ça, c'est du bavardage de l'économie gestion à l'américaine. Si vous lisez mon livre Management en tradition de renouvellement, malheureusement, je ne sais pas si c'est dans la quatrième édition que ça se trouve essentiellement, et dans la deuxième, il me semble, je ne sais plus. En tout cas, dans la cinquième, peut-être ça y est, il y a quelques traces, il y a quelque part, où j'explique comment l'économie management à l'américaine s'imagine avancer en termes concrets d'amélioration, de perfectionnement des choses par la magie des mots ou par la pensée magique. Alors on prend des théories, on ajoute un mot. Alors on a commencé par exemple, théorie de culture d'entreprise. Ah, culture d'entreprise, et maintenant personne n'en parle plus. Et après, on ajoute un mot, culture positive d'entreprise. Positive industrial culture. Et voilà. Alors on ajoute le mot positif et ça devient... Mais ce n'est que des mots. Et des mots plaqués sur des modalités dont on ne questionne pas les fondements. Or, moi, ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de commencer à vous conditionner, c'est le mot qui me vient à l'esprit, à poser des questions de fondement et non plus des questions de modalité. Parce que une modalité, une technique, une technicalité, une procédure, etc., comme circulaire, durable, etc., je ne sais pas quoi, etc., qualité totale, ceci, cela, réservoir engineering, réserve engineering, tout ça, eh bien, ça reste des modalités, des technicalités, des procédures inscrites dans des pensées fondamentales qui les dominent et qui les impliquent et que vous ne questionnez pas.
Donc c'est là qu'on a le problème. Et c'est ce que j'essaie de faire personnellement depuis des années. Je questionne les fondements qui impliquent les modalités avec lesquelles nous détruisons notre monde. Alors c'est ces fondements-là qu'il faut chercher à changer et qui nous aideront à changer les modalités, lesquelles modalités sont en train de nous conduire à aller plus vite vers le mur. Bon, alors donc, voilà, j'espère que je me fais bien comprendre. Donc, ces questions de modalité, tout ça, je veux bien y répondre, mais pour moi, c'est presque une perte de temps. Alors qu'il faudrait vraiment s'atteler et de façon la plus intensive possible, la plus rapide possible, à se poser des questions de fondement. Autrement dit, si vous voulez, j'ai déjà expliqué que le management, par exemple, ou l'économie, la business economics, ne sont que les applications de fondements qui les dépassent, qui sont les pensées néoclassiques et néolibérales. Alors, je ne sais pas ce que c'est que cette fenêtre qui s'affiche sur mon image, je n'arrive pas à l'enlever. Alors voilà, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous pouvez le faire. Sinon, bon, je serai obligé de faire avec, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir monsieur, bonsoir c'est Gourouma, mais votre bonsoir ça s'affiche sur mon écran, mon image, bon, si ça vous gêne pas, moi ça me gêne un peu parce que ça, ça attire mon regard. Bon, alors, donc j'étais en train de dire que j'avais déjà expliqué que c'est business economics. Business economics, c'est toute la théorie de Michael Porter. C'est de la business economics de A à Z, l'économie industrielle si vous voulez. Et le management, la gestion, ne sont rien d'autre que les modalités à travers lesquelles, merci, la fenêtre a disparu, les modalités, les technicalités, les procédures, ce que j'ai appelé le bras armé, d'application d'idées, de conception de ce monde, de l'économie, du besoin, du vouloir, du désir, du caprice, du ceci, du cela, etc., qui nous viennent de fondements dominants que sont les fondements qui se trouvent dans l'économie néoclassique et l'économie néolibérale. Alors donc ce sont ces fondements-là qu'il faut questionner pour trouver de nouvelles formes de modalités qui nous donneront réponse aux raisons pour lesquelles les modalités actuelles nous conduisent à la catastrophe et donc les voies vers lesquelles se tourner. Bon, j'en ai déjà donné un certain nombre, mais évidemment, quand vous dites à quelqu'un dans ce monde aujourd'hui, une des premières des choses qu'il faudrait faire, c'est arrêter les profits, et j'ai déjà expliqué, je pense, de 1000 façons différentes et dans 1000 forums différents, et de 1000 formes différentes, écrites, parlées, etc., que arrêter le profit, ça ne veut absolument pas dire arrêter le manufacturier ou le patron ou les actionnaires, etc., d'avoir de quoi vivre, d'avoir des revenus. Le revenu de l'entreprise ne se limite pas au profit. Mais le profit est un surplus par rapport à 5 ou 6 autres surplus que l'entreprise s'accapare, qui est hyper destructeur en plus des 4 ou 5 précédents. Bon, j'ai déjà expliqué ça d'une certaine façon, j'y reviendrai d'une autre façon. Bon, alors donc, est-ce que si quelqu'un me dit là
Si on fait abstraction du profit, qu'est-ce qui motiverait la machine économique? Je comprends que le consumérisme l'a détruit. Comment appelez-vous ce modèle économique qui ne raisonne pas profit? Bon, l'intelligence artificielle détruira le marché, l'employé finira par remettre en cause la théorie du travail. Non, ça on y reviendra. Rien ne peut remplacer le travail parce qu'il n'y a que par le travail qu'il y a valeur ajoutée et qu'il y a utilité, commodité. Donc sans travail, rien n'est possible. La théorie du travail, oui, 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 vous dites la théorie du travail. Bon, la spécialisation, comme énoncée par David Ricardo avec la théorie des avantages, oui, les avantages comparatifs, on y reviendra. Oui, c'est vrai. Les avantages comparatifs, c'est une chose, mais on a déformé la pensée de Ricardo et en passant, Ricardo s'écrit avec un seul C. Et donc, c'est d'aujourd'hui d'avantages compétitifs qu'on parle, hein, plutôt que d'avantages comparatifs. Mais c'est quelque chose sur lequel je reviendrai. Alors écoutez, s'il vous plaît, je veux bien, moi, suivre vos questions et je veux pas juste m'entendre parler moi et ne pas tenir compte de vos préoccupations et des questions qui vous viennent à la tête, mais il faut faire des choix. Je ne peux pas en même temps suivre vos questions et ce qu'elles impliquent, et parfois qui me ramènent en arrière. Alors je vous invite à revoir mes webinaires depuis le début, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui peut-être ne les ont pas vus. Et puis, ça m'empêche d'avancer dans ce que j'ai à vous apporter. Alors la question de l'élimination du profit, j'en ai déjà parlé largement lorsque j'ai parlé de comment cet énorme mensonge, encore un, du néolibéralisme, qui nous fait croire que la seule rémunération de l'entreprise, c'est le profit, ce n'est pas vrai. Alors la motivation pour une entreprise, s'il n'y a pas le profit, c'est le salaire que se donne le patron. Bon, alors pourquoi un patron et les actionnaires ont-ils besoin plus que le salaire que se donne le patron? Et quel salaire? Et qu'ils se donnent entre eux dans leur conseil d'administration, que j'appelle des mafias. Et pourquoi les actionnaires auraient-ils besoin de plus en dividendes que ce que donne une production d'équilibre de l'entreprise? Bon, voilà ce que j'appelle production d'équilibre. Par exemple, en Allemagne, il existe une loi, j'espère qu'elle existe toujours, parce que malheureusement, l'Allemagne, depuis quelque temps, cherche à basculer vers le néolibéralisme, ce qui est très dommage de mon sens, mais d'une certaine façon, vous savez, les partis politiques, ils cherchent à garder, conserver ou gagner le pouvoir, ce qui fait que la gauche se droitise un peu partout dans le monde. Il n'y a plus de gauche, il n'y a plus que de la droite. Pourquoi? Parce que les peuples formatés à écouter États-Unis, Amérique, machin, profit, gain, blablabla, bourse, etc., fortune, tout ça, eh bien, il veut plus entendre le discours de la gauche, qui est un discours de partage, de perfectibilité de la société, de communauté, etc., etc. Je n'ai plus les questions. Bon, alors j'essaie d'avancer dans ce que j'ai à dire. Donc, je réponds juste à celle-là. Eh bien, là, même l'Allemagne, même le Japon, même etc., ces pays-là, se sont obligés, en tout cas les partis politiques, qui veulent gagner le pouvoir, et je l'ai vu ici avec le parti de gauche auquel j'ai contribué à la naissance duquel j'ai contribué ici au Québec, qui s'appelle Québec solidaire, eh bien, il a changé complètement de discours par rapport au discours qu'on avait au moment où j'ai participé à son fondement. C'est-à-dire que maintenant, il parle un discours quasiment de la droite du Québec. C'est tout. C'est valeur ajoutée, ceci, cela, voilà, arrêter le gaspillage, le,
pas du tout, pas un mot sur les super fortunes, les super riches et d'aller chercher de l'argent de chez eux pour, comme c'était dans notre discours et dans notre plateforme que j'ai rédigé qui s'intitule j'ai été le principal rédacteur et qui s'est retrouvé sur YouTube, pardon, sur le net, qui s'intitule Le manifeste des solidaires. Eh bien, voilà, donc les discours, même en Allemagne, des partis pour prendre le pouvoir, ça doit devenir de plus en plus des discours néolibéraux parce que les peuples sont alimentés, formatés, formés dans leur esprit par le discours néolibéral qui vient des chaînes de télévision, des journaux, de tout ce qui se passe sur Internet ou presque, etc., et qui est propriété de gens qui en profitent. Et donc, si vous voulez la majorité des voix pour vous faire élire, ou même si les élections, on sait, comme l'a dit Jean-Paul Sartre, élections pieds Jacon, hein, eh bien, même si on sait que les élections, on peut les trafiquer dans tous les sens, eh bien, malgré ça, pour arriver au pouvoir aujourd'hui, il faut avoir un discours de modalité néolibérale, malheureusement. Bon, donc, alors, je dis pourquoi, je répète ma question, pourquoi un patron a-t-il besoin de plus de, disons, 500 000 dollars par an? Pourquoi a-t-il besoin de profit en plus? Pourquoi? Ça vient d'où ça? Quelle science dit ça? Quelle philosophie? Quelle morale? Aucune. Ce n'est que le désir des dominants. Je domine, je suis patron, je fais partie de la classe dominante et j'édicte et je dis et j'impose que, en plus de mon salaire, j'ai besoin de profits et de stock options et de dividendes, etc. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune obligation à suivre ça, ni aucune nécessité. Bon, alors je parlais de l'Allemagne. Jusque-là, il y avait une loi, j'espère qu'elle existe toujours, et qui empêche la spéculation pure, effrénée là, dans la bourse allemande notamment, c'est la loi sur les dividendes, qui dit ceci: il n'est pas permis à aucune entreprise en Allemagne de distribuer plus de dividendes aux patrons, aux actionnaires, aux propriétaires, ce que vous voudrez, dont le total excède la valeur réelle de l'entreprise. C'est-à-dire que cette année, Daimler-Benz, si la valeur réelle de son entreprise, après avoir fait tous ses comptes, compte de résultats, compte d'exploitation, compte de ceci, compte de cela, bon, tout, les dettes, l'autofinancement, bon, en passant, les entreprises allemandes sont pratiquement toutes autofinancées parce que l'endettement n'est pas bien vu dans des pays nordiques comme l'Allemagne, la Scandinavie, etc. Donc, ce que fait l'entreprise, euh, donc en termes de gains, etc., etc., on fait les calculs et si ces gains dépassent la valeur réelle de l'entreprise, alors la valeur résiduelle comptable. Comme vous savez, bon, on peut calculer la valeur résiduelle comptable d'une entreprise de plusieurs façons, dont la plus connue des méthodes, qui est la méthode Monte-Carlo. Donc, où on tient compte de la capacité installée, de la technologie, des connaissances des ouvriers, des connaissances tacites, des connaissances explicites, de la connaissance du know-how, du savoir-faire emmagasiné. Bon, tout ça, c'est de l'intangible, mais ça peut s'estimer plus ou moins, etc. Donc, on estime tout ça et les dividendes qui sont distribués, le total ne doit pas dépasser ce que l'on vient de calculer. Voilà. Vous êtes actionnaire de Daimler-Benz en Allemagne, eh bien cette année, vous pouvez toucher zéro dividende
parce que Daimler-Benz a juste atteint l'équilibre. Donc vous avez zéro dividende. Allô? Vous vous contentez de l'intérêt de ce que rapporte votre dépôt en termes bancaires. Si, bon, on sait que il y a une propriété croisée entre les banques et les entreprises en Allemagne. Donc, je pense que c'est Deutsche Bank qui fait affaire avec Daimler-Benz et il y a une propriété commune, donc croisée, ce qui fait que Daimler-Benz n'a pas intérêt à ce que Deutsche Bank ait des problèmes, puisque Deutsche Bank représente 25 ou 30% de ce que vaut, de ce qu'est Daimler-Benz. Et de l'autre côté, Deutsche Bank, je pense bien que c'est Deutsche Bank, à moins que ce soit la Bundesbank, je ne sais plus, n'a pas intérêt à affaiblir Daimler-Benz en lui imposant des taux d'intérêt mortels, comme ça se passe aux États-Unis, en France et ailleurs, parce que la valeur de Deutsche Bank repose sur 30 ou 40% de la valeur de Daimler-Benz. Bon, alors donc voilà comment on peut parfaitement se contenter de faire de l'industrie, etc., sans faire de profit. Et je l'ai déjà expliqué. Revoyez, s'il vous plaît, les webinaires, je ne sais pas, deux ou trois antérieurs ou plus, où j'ai expliqué tout ça de A à Z. Comment le néolibéralisme nous fait croire que le profit, c'est le seul gain que fait l'entreprise et les actionnaires, alors que c'est faux. C'est le cinquième ou le sixième gain qu'ils font. Bon, alors donc, arrêtez cet argument. S'il n'y a pas de profit, il n'y a pas de motivation à aller en affaires. Je suis désolé. Vous pouvez très bien aller en affaires, en entreprise, être patron, être actionnaire et vivre avec les dividendes et le salaire que permet l'activité réelle de l'entreprise. Point. Et que permet une loyale et humaine et généreuse façon de traiter les employés, les fournisseurs, les sous-traitants, etc., etc. Bon, comme on le fait en Japon, en Allemagne, en Corée. Bon, en Corée, c'est un peu différent, mais bon, c'est pas très très loin, comme, enfin, c'était pas ce qui a fait le démarrage de la Corée avec le fameux général Park. Bon, alors donc je continue. Vous voyez comme ma tâche est difficile. Je me sens comme dans une barque. J'essaie de ramer. Alors je rame, j'avance, j'avance, j'avance. Et tout d'un coup, j'arrive à un moment où, pauvre, on me fait reculer. Voilà, il faut que je rame en arrière. Je rame en arrière, mais pendant que je rame en arrière, ben, on a arrêté de ramer en avant. Bon, alors, donc je ne lis plus les commentaires. Envoyez-moi par mail ou je les verrai après. On verra ça s'ils sont toujours affichés. Bon, alors, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil, hein. Bon, vous savez, je ne suis pas tout à fait dans un état optimal, point de vue capacité que j'avais il y a encore quelque temps. Comme disait De Gaulle, la vieillesse, ce naufrage. Bon, alors je vais tout faire pour que le naufrage me touche le moins possible, de la façon la plus lointaine possible. J'essaye donc avec cette activité intellectuelle que je m'oblige à maintenir, parce que vous n'êtes pas les seuls à qui je fais des webinaires, j'en fais par ailleurs, j'en fais en d'autres langues, et des interviews, des émissions par-ci, par-là. Bon, donc j'essaye tout de même de me maintenir et de maintenir le temps dont j'ai besoin pour lire, réfléchir,
revoir certaines choses, en compléter d'autres. J'ai un livre complet qui devait être le premier d'une trilogie qui s'intitule Bréviaire ou en tout cas Manuel d'autodéfense contre les mensonges du néolibéralisme, qui est tout prêt, il fait 300 pages, il me reste juste à faire les dernières corrections pour le mettre en publication, malgré le fait que les libraires et les maisons d'édition font faillite sur faillite un peu partout, les gens ne lisent plus, les gens n'achètent plus de livres, il n'y a plus rien qui encourage à lire. Au contraire, on est encouragé à aller sur TikTok et machin, et des trucs, comme l'a dit ici Mohamedi, une belle formule, la pensée fast-food. Hein. Moi, j'appelle ça la pensée vite, vide et creux. Vite, vide, creux. Voilà. Alors, donne-moi en 2 minutes et puis c'est tout. Voilà, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut expliquer en 2 minutes? Bon, alors, j'en étais donc à cette question-là qu'on me posait. Est-ce que cette division du travail technique dont vous parlez, que vous considérez comme une calamité, une mauvaise chose en tout cas, par rapport à la division sociale du travail, que j'ai expliqué aussi, est-ce que ça n'est pas une bonne chose puisque ça permet la mécanisation, la robotisation, tout ce qui s'ensuit? Bon, alors, si on prend ça stricto sensu, dans le sens strict de cette question, bah, ma réponse est évidemment oui. Oui, soumettre une tâche, d'ailleurs même Lénine, je l'ai déjà dit dans un webinaire il y a je ne sais combien de temps, Lénine voulait introduire en Union soviétique le taylorisme pour permettre aux ouvriers soviétiques de faire en 4 heures ce qu'ils faisaient jusque-là en 8 heures, par exemple, mais pas pour faire plus d'argent, pas pour faire plus de production, faire plus, etc., etc. Pas du tout. Faire plus de production pour satisfaire les besoins immenses de l'Union soviétique à l'époque, oui. Mais si au lieu de prendre 8 heures pour le faire, on ne prenait que 4 heures, comme disait Lénine dans, je pense que c'était dans Que faire, eh bien, tant mieux. Et il disait le 4 heures qui restent de la journée, ces ouvriers vont les occuper à s'instruire, aller à l'université, à s'occuper des affaires sociales et politiques de leur ville, de leur quartier, de leur village, de la gestion de leur entreprise, etc., etc., etc. Bon, ben évidemment, je ne peux que vous répondre oui. Bien sûr, cette division technique du travail, oui. Dans ce sens-là, oui. Mais, comme je l'ai écrit dans Stratégie de l'autruche, on a été vers un résultat contraire à celui annoncé. Alors, on a annoncé que la révolution de la mécanisation, c'est comme ça qu'on l'a appelé, l'introduction des machines avant les robots. Les machines vont faire les petits travaux pénibles, durs, limités, un 18e d'épingle, etc. Et l'ouvrier, lui, il va être libéré pour faire des tâches plus nobles, plus intellectuelles, plus élevées, plus intelligentes, plus... Mais ça, c'est tout à fait louable. Je ne peux qu'applaudir. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors là, je vous invite à lire, par exemple, les livres de... Enfin, les livres de plusieurs, mais en tout cas, Georges Dumazedier, La civilisation du loisir, et vous verrez, il y a une partie extrêmement intéressante sur les fonctions du loisir, qui rejoint un peu le livre du gendre de Marx, qui s'appelait Lafargue, Paul Lafargue, qui avait écrit Le droit à la paresse. Donc le droit à la paresse, c'était le droit à un certain repos
Au lieu de travailler, 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 comme c'était, bon, vous savez bien, Paul Lafargue, bon, du temps de Karl Marx, on est à la fin du 19e, enfin, dernier tiers, du dernier quart du 19e, c'était encore pratiquement la manufacture de première instance. Et donc, on travaillait des heures interminables, des 14-15 heures depuis le début de la lumière jusqu'à la fin de la lumière, hein, et même à la bougie ou à la lanterne ou je ne sais quoi. Et donc, Paul Lafargue a écrit un plaidoyer qui s'intitule Le droit à la paresse et où il dit que, bon, travailler, d'accord, mais prendre du temps et ne pas travailler, ça peut aussi aider à mieux travailler. Et je dis bien mieux, pas plus. Plus avec mieux, d'accord. Mais plus sans le mieux, ça n'a aucun sens. Bon, alors voilà, donc ça, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec ça. Alors, Dumas-Zedier, Georges Dumas-Zedier, je pense bien que c'est Georges, hein, il me semble, ou Pierre Dumas-Zedier. Bon, enfin, en tout cas, Dumas-Zedier avec un Z, IER à la fin, la société du loisir. Donc, il décortique un peu ce que le loisir permet. Il complète d'une certaine façon Paul Lafargue en disant, bon, il y a 3D dans le fait de prendre du loisir par rapport au travail, ce que le loisir permet le délassement, donc se délasser, se reposer, se retrouver, se regagner, se prendre conscience de soi, pratiquement, et se poser des questions sur soi, sur ce qu'on fait, sur etc. Et se délasser. Bon, le deuxième D, c'est le divertissement. Divertir, dans le sens premier du terme, c'est-à-dire changer de. Donc changer de préoccupation, changer d'activité. Et on sait très bien, il y a des travaux en psychologie, notamment en psychologie industrielle, qui ont montré comment ce qui était le plus fatigant et le plus frustrant dans le travail industriel, c'était la monotonie, la répétition. Alors dès qu'on se met à introduire ce qu'ont fait les équipes de Elton Mayo, dont je parlerai plus tard, qui a fait donc faire des bons considérables de productivité à la General Electric dans les années 30 du siècle dernier, eh bien, c'est changer d'activité. Et juste le fait de changer d'activité, eh bien, ça permet au cerveau de changer de neurones ou de ce qu'on appelle une aire, AIRE, aire de sollicitation du cerveau pour la tâche qu'on était en train de faire. Alors, si la tâche que j'étais en train de faire depuis 2 heures était une tâche qui faisait appel à une aire pariétale de gauche de mon cerveau qui avait à voir avec l'attention, la vue, là, enfin, je dis n'importe quoi, là, enfin, peu importe, eh bien, au bout de 2 heures, les neurones, les synapses, cette aire donc ce côté pariétal de mon cerveau fatigue. Si je change d'activité et que je vais vers une activité qui sollicite une aire du pariétal opposé, ben cette aire du pariétal opposé était déjà reposée. Et donc, la nouvelle tâche qu'elle va entreprendre va être une tâche qu'elle va entreprendre avec moins de fatigue, pas moins de fatigue comme si elle n'avait rien fait jusque-là, pas comme si elle n'avait pas déjà travaillé 2 heures, évidemment, mais moins, tout de même, différent. Et vous l'avez sûrement tous expérimenté ou toutes, quand vous changez d'une activité à une autre, que ce soit de loisir ou de travail, de n'importe quoi, vous vous apercevez très vite que
l'état de fatigue, d'ennui, de monotonie, tout ça baisse ou diminue. Bon, alors voilà donc la deuxième fonction que Dumas de Dier a trouvé comme complément à ce livre qui est apparu au patron de l'époque de Paul Lafargue, le droit à la paresse comme étant une hérésie. Eh bien, le troisième D, c'est le développement. Donc délassement, divertissement, ou même divertissement dans le sens de se divertir, de s'amuser, d'aller au cinéma, d'aller au cirque, d'aller au, je sais pas moi, au manège, au ceci, ou cela, à la chasse, à la pêche, divertir. Et donc changer de souci, changer de monopole, de, de préoccupation. Et donc le dernier, le développement, ça donne le temps de se développer, c'est-à-dire de prendre un livre de littérature russe et de lire, de prendre un livre de physique théorique et de s'initier à ce qu'est la physique théorique, d'aller assister à des cours du soir ou de l'après-midi ou je ne sais pas quoi, à l'université ou à ceci ou à cela, voilà, pour apprendre la géographie mondiale, ceci, cela, la, euh, j'ai vu récemment, tiens, une petite parenthèse, un petit clip où on posait la question à des Américains où se trouve le Vietnam. Alors que l'Amérique a fait la guerre du Vietnam, on le sait, il y a des années, des adultes. Et des adultes souvent avec ce qu'on appelle des emplois professionnels, c'est-à-dire des comptables, des financiers, des ceci, des diplômés d'école de commerce, de je sais pas quoi, des ingénieurs, des... eh bien, la plupart des réponses, je ne sais pas pourquoi, c'était que le Vietnam se trouvait en Corée. Eh bien, croyez-le ou non. Bon, alors, ce que Dumas-Zedier appelait, pour compléter ce que voulait dire Lafargue, délassement, eh bien, ceci en fait partie. Vous allez lire un livre de géographie humaine et vous allez apprendre que le Vietnam n'est pas en Corée. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais ça n'a aucun sens. Alors, je vais encore prendre mon exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux. Ben, si je n'avais pas ce temps de délassement, est-ce que vous pensez que j'aurai le temps d'accumuler tout ce que je suis en train de vous dire, comme ça, de mémoire, depuis 72, 73 webinaires, de 2 heures chacun? Ben, évidemment. Et ce temps, je le prenais sur du temps dans lequel je pouvais faire de l'argent, de la consultation par exemple, ou des cours supplémentaires, ou je sais pas quoi, etc. Eh bien non. J'arrêtais de faire de l'argent quand j'avais mon budget, j'ai déjà expliqué, suffisant pour mes voyages, mes congrès, mes livres, etc. Et le temps qui reste, je le mettais dans du divertissement, aller vers la physique théorique, la thermodynamique, Schrödinger, Stephen Hawking, Hubert Reeves, la poésie, etc. Reprendre la grande époque de l'amour platonique, qui correspond à l'Habl Adri en arabe, avec Ferdowsi notamment, etc. Enfin, quand j'arrivais à lire encore suffisamment l'arabe, et l'école romantique qu'on appelle notamment du magnifique du 16e, 17e français, qui était l'école du blason, avec Ronsard, Dubélé, etc., etc., Malherbe, tout ce qui s'ensuit, bon, la Boétie, etc. Alors, donc voilà, me divertir, et ce divertissement fait que mon cerveau était capable de faire, comme j'ai déjà expliqué, des combinaisons dans lesquelles je n'étais strictement pour rien.
Parce que mon cerveau, plus il se remplit de Schrödinger, de Boltzmann, de Einstein, de Michael Porter, de Henry Mintzberg, de Elton Mayo, de Maslow, de Balal Ma'ari, de Abu Qasim Chabi, de Naguib Mahfouz, de etc., de Tchekhov, de Dostoïevski, de Pushkin, de ce que vous voudrez, de Baudelaire, tout ça, eh bien, plus tout ça dans mon cerveau se chevauche, se combine, se parle, s'entre-nourrit, s'entre-accomplit, etc. Et donc, sans que j'y sois pour rien, mon cerveau devient capable de faire des associations que personne n'a jamais faites avant, en tout cas dans ce que j'ai fait moi. Comment aller faire des liens entre la thermodynamique et le profit? Bon, il faut quand même chercher loin, hein. C'est pas compliqué. C'est parce que j'étais tellement curieux en lisant comme ça dans la grande presse ou dans les revues genre Science, enfin peu importe, des choses sur des percées de Stephen Hawking, de l'école de Cambridge, etc. Eh bien, ça a excité ma curiosité. La théorie de la complexité, Edgar Morin, etc. Bon, du chaos, René Thom, Chandon, etc. Et j'en passe. Eh bien, ça a excité ma curiosité. Et donc, j'allais chercher les livres de René Thom, la théorie des catastrophes, j'allais chercher théorie des chaos, théorie de la topologie de Chandon, etc., etc., la théorie du temps de Stephen Hawking, de singularité, de ceci, de cela. Eh bien, ça meublait mon esprit. Et ensuite, retourner à ce que j'avais appris en thermodynamique. Comme je vous l'ai dit, je suivais donc à temps perdu à l'université d'Alger des cours de thermodynamique d'un professeur extraordinaire dont toute l'université entendait parler. Mais jamais à l'époque j'aurais pensé que ça m'aurait fait faire des liens avec ce que j'apprenais en économie, ou plus tard en gestion, évidemment. Mais mon cerveau l'a fait. Alors voilà, Paul Lafargue, droit à la paresse, Georges Dumasdier, la civilisation du loisir. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est... Je pense que je suis en train peut-être de confondre avec, comment il s'appelle, Baudrillard. Je pense que c'est Jean Baudrillard qui a écrit la civilisation du loisir et Georges Dumazedier, il me semble que c'est... Non, non, Baudrillard, c'est la consommation, la société de consommation. Et Dumazedier, c'est vers la société de loisirs. Alors voilà donc, divertissement, délassement, développement. Alors faites ça, s'il vous plaît. Mais il faut consacrer moins de temps à faire de l'argent. Moins de temps à confondre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. D'accord? Bon, alors on continue. La réponse à la question que ces gens m'ont posée, oui. Fragmenter comme ça le travail en tâches tellement simplifiées, et on va voir qu'elles vont être encore plus simplifiées que ça, bien sûr, ça a permis de mettre au point des machines, etc., qui étaient capables de faire des choses que l'être humain faisait en s'ennuyant mortellement et même en devenant dépressif. On verra ça plus loin. Bon, donc ça, oui, c'est d'accord. Donc cette révolution de la mécanisation, comme on l'a appelée, on nous a dit, on nous a promis, voilà ce qu'elle va faire. Elle va spécialiser la machine dans les travaux idiots, bêtes, méchants, parcellaires, etc. Et l'ouvrier, l'employé, va se épanouir dans des travaux
supérieurs, plus élevés, plus intelligents, plus cérébraux, plus... Qu'est-ce qu'on a vu arriver? Eh bien, les patrons, ils ont vu arriver la machine qui faisait le travail à la place de l'ouvrier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'ouvrier à la porte. Et son salaire transformé en profit du patron. Et profit, dividende des actionnaires. Voilà ce qu'ils ont fait. On n'a pas du tout vu une nouvelle entreprise comme on nous l'a promis. Et ça, vous le verrez, par exemple, dans, encore une fois, Alvin Toffler. La dernière fois, j'ai dit Elvin, c'est pas Elvin, c'est pas E, c'est A. Alvin Toffler, le choc du futur, ou encore Schumacher, ou Schumacher, comme vous voulez l'appeler, Schumacher, donc le Small is beautiful, le petit est beau, et il renvoie donc, si vous voulez, par métaphore, à la dimension psychologiquement et humainement artisanale du travail. Voilà un peu, en résumé, ou le macroscope de Joël de Ronet, quoique je ne suis pas du tout d'accord avec un certain moment où il fait pratiquement de la sociobiologie, mais ça c'est une autre affaire, on y reviendra. Bon, donc, alors qu'a fait l'entreprise? Voilà ce qu'elle a fait. Des machines, des machines, des machines, et tout ce que ces machines faisaient qui permettait d'éliminer un employé, un ouvrier, à la porte. On n'a pas vu d'employés tout d'un coup inscrits dans des cours de philosophie, de poésie, de musique contemporaine, d'art contemporain, de mathématiques nouvelles, de ceci, de cela, pour se développer, commencer à faire des travaux plus cérébraux. On a vu ça nulle part. Parce que le capital veut de l'argent, le plus d'argent, le maximum d'argent tout de suite. Même s'il ne sait plus quoi en faire. Bon, alors j'avais commencé à parler de moraliser le travail, là j'ai oublié tout à l'heure, je voyais dans une publicité donc d'école de commerce dans HEC Montréal, nouvelle MBA, etc., où il n'y a plus un cours d'éthique, mais il y en a deux. MBA, le cours où vous avez 50 fois comptabilité 1, 2, 3, finance, 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 machin, bourse, 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 traficotage, profit, marketing. Qu'est-ce que c'est le marketing? Le marketing, ce n'est rien d'autre que la science, entre guillemets, qui consiste à chercher tous les moyens pour vider le portefeuille de son semblable et remplir les caisses de l'entreprise. Marketing 1, marketing 2, marketing 3, vous avez même des doctorats en marketing et des doctorats en comptabilité. Alors dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est un docteur en comptabilité? Qu'est-ce qu'il fait? Un bilan et un compte de résultats en 3 dimensions? Dans l'espace? C'est ça que fait un docteur en comptabilité? Un docteur en finance? Qu'est-ce qu'il fait? Une formule de la fonction de production incluant la mécanique quantique ou quoi? C'est quoi ça, des doctorats en finance, des doctorats en comptabilité? On appelle ça science en plus. Hein. Science comptable, science financière, il y a même science immobilière. Science immobilière. La gestion des immeubles, c'est devenu une science. Balayer des escaliers, réparer des plaques de plâtre, ça devient une science dans laquelle on fait des maîtrises et des doctorats.
Mais où on va là? Et là, dans ce nouvel MBA, on fait la publicité dans laquelle on va introduire un deuxième cours d'éthique. Alors, vous mettez le cours d'éthique à côté du cours de marketing et vous fabriquez un schizophrène. Parce qu'il n'y a strictement rien d'éthique à chercher à délester son semblable du contenu de son portefeuille. C'est le contraire total de toute idée d'éthique. Bon, on fabrique des fous. Ce sont des diplômes de fous. Et je vous en ferai la démonstration. Bon, puisque comme vous le savez, je suis aussi psy. Bon, alors je le répète, s'il faut. Vous voyez comme ces choses m'énervent. Bon, alors donc, la robotisation. Même chose. Révolution de la robotisation. Alors, la robotisation, on traitera de ça plus tard quand je traiterai de l'évolution dans le temps des conditions d'exercice du travail humain. Comment s'est passé de l'endosomatique à l'exosomatique. Endosomatique, c'est le prolongement du corps, l'outil, manufacture de premier degré. Exosomatique, la machine qui commence à faire du travail sans que le travailleur n'y mette la main, donc en dehors du corps exosomatique. Ça n'est plus un outil qui est le prolongement du corps de l'être humain, et vous verrez toutes les conséquences que cela va avoir. Ensuite, on va assister à un travail que j'ai appelé endocérébral, c'est-à-dire que l'être humain contrôle plus ou moins les premières formes de mécanisation, de machines, etc. Avec son cerveau, il les dirige, il les contrôle, il les règle, etc., etc. Et on peut ensuite, avec la robotisation, l'informatisation, et aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, on y reviendra, vous verrez ce que j'ai à dire là-dessus, eh bien, on assiste à l'exocérébral, c'est-à-dire qu'on a une espèce de cerveau extérieur au cerveau humain qui dit au cerveau humain quoi faire pour que cette nouvelle machine qui imite le cerveau fasse encore plus de ce que veut le capital. Alors regardez où on va. Je préfère ne pas parler plus de ça pour l'instant, parce que sinon je vais empiéter et de manière incomplète sur ce que j'aurais à vous dire sur l'intelligence artificielle et cette question de endo-cérébral et exo-cérébral. Une machine, par exemple, qui vous affiche votre ordinateur. À un moment donné, il bug, il y a quelque chose qui ne va pas, et puis il vous affiche une fenêtre d'erreur, et il vous dit l'erreur est dans tel machin, etc. Là, votre cerveau n'y est pour rien. C'est un autre cerveau qui vous dit ce que votre cerveau doit faire. Enfin, notre cerveau, entre guillemets. Bon, mais on reviendra à ça, laissons ça entre parenthèses. Alors, donc, je continue avec cette division du travail technique, n'oubliez jamais, technique, hein. Social, c'est autre chose. On en a déjà parlé, on en reparlera à d'autres occasions pour euh, d'autres réflexions, mais pour l'instant, restons sur la division technique. Alors, j'ai commencé par vous parler de la manufacture d'épingles dont parle Adam Smith, donc des ouvriers qui font un 18e d'épingle. Imaginez. Et je vous ai parlé aussi du principe de Babbage, Charles Babbage, qui était, comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui était intermédiaire dans le temps
et même dans la conception entre Adam Smith et Frédéric Taylor. C'est une espèce de pont entre les deux. Alors ce pont, je vous l'ai expliqué, je le réexplique encore parce qu'il n'est pas trop facile à comprendre. C'est que Charles Babbage était un ingénieur. Donc, ingénieur, je ne sais plus de en quoi, enfin ingénieur, mathématicien. Enfin, les mathématiciens se disaient ingénieurs, les ingénieurs se disaient mathématiciens, etc. Enfin, on va voir ça quand on parlera de la révolution industrielle, enfin de certains euh, échelons de la révolution industrielle. Eh bien, cet ingénieur qui s'appelle Charles Babbage a repris un principe qu'avait émis un Italien qui s'appelle, si je me souviens bien, Della Rioja, chose comme ça s'écrit R-I-O-J-A, ou Della Rioja, ou Della Rioja, 14e siècle, chose comme ça, qui avait déjà commencé à émettre ce principe en le liant à des questions de mathématiques appliquées, mais je ne saurais pas vous dire les détails, enfin, ça n'importe pas beaucoup, mais ce qui m'a frappé, c'est que jamais dans aucun livre de gestion ou d'économie qui traite de ça ne parle de cette origine italienne de cette idée. On l'attribue systématiquement à un anglo-saxon. Alors voilà encore un autre énorme mensonge du néolibéralisme et dont je suis personnellement victime. Notamment la théorie critique du management, l'application de la théorie de la complexité au management, l'application de la théorie du chaos au management, les conséquences de l'application de l'anthropologie et de la culture d'entreprise au management, ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, etc., etc. Eh bien, toute cette théorie-là, alors si vous cherchez, s'il vous plaît, dans Internet, recension, livre, management entre Omar Aktouf, management, recension, quelque chose comme ça, vous trouverez la recension de la traduction en anglais de mon livre Management en tradition et renouvellement. Et c'est un professeur de, mon Dieu, quelle université? J'ai oublié, Université d'Angleterre et de France, les deux. Et je pense que c'est l'Université Warwick, si j'ai bonne mémoire, qui a fait la recension. Et vous verrez ce qu'il dit de mon livre, en anglais. Et il dit notamment this formidable work about, etc., etc. Et toutes les idées originales qu'il a ébauchées, parce que c'est une recension, évidemment, il ne peut pas écrire des tonnes, mais il y en a d'autres, il n'y en a pas qu'une seule. Eh bien, toutes ces idées qui m'ont été volées, ben, maintenant sont attribuées à des Français, des Anglo-Saxons, des choses, mais mon nom n'apparaît jamais. Bon, sauf si vous cherchez Laurent Tasquin, Taskin, qui est un professeur belge, qui a écrit avec une amie, tous les deux sont amis d'ailleurs, qui est... on est devenus amis après. Hein. Laurent Tasquin est devenu mon ami parce que c'est lui qui m'a contacté après quand il a vu, etc. Moi, ce que j'ai écrit, il en a tiré, lui, avec Anne Dietrich, qui était une professeure à l'université de Lille, et ils ont écrit conjointement le management humanisé. Et vous trouverez des PowerPoint, on fait des exposés, de chercher management humanisé, ou management humaniste, ou management humain, Laurent Tasquin, essentiellement Taskin, et vous verrez que en bas des PowerPoint, ils mettent les noms des précurseurs de ce que ont mis, de ce qu'ils ont appelé le management humanisé, dont le management critique fait partie, et le premier nom qu'ils citent, en toute honnêteté, c'est le mien.
à côté de celui des géants aujourd'hui, qui sont des amis aussi, comme Mats Alvesson de Suède ou Wilmot, etc., etc. Bon, au moins ceux-là sont honnêtes. Bon, alors je reviens à ce que je disais. Donc, on attribue ça à Charles Babbage. Et son livre s'intitule On the Manufacturing, and the Manufacturer Wants to Make Money, etc. Enfin, sur le fait de manufacturer, de produire et de faire de l'argent en manufacturant. Bon. Alors, je vous ai dit, ce principe était simple. C'est le principe qui va présider à ce que va faire Taylor en complément de ce qu'a fait Adam Smith qui parlait des avantages de la division du travail, sans faire lui non plus la différence entre le travail social et le travail technique. Hein, Adam Smith. C'est Marx qui va la faire. Et donc, on attribue à Charles Babbage ce pont. Alors le voici. Qu'est-ce que... Alors ça répond aussi aux gens qui m'ont écrit, puis qui m'ont dit, mais la division du travail n'a pas eu que des mauvais côtés, etc. Bon, alors voilà les trois bons côtés qui voyaient Adam Smith. Alors Adam Smith dit, premièrement, mais il y voyait des mauvais côtés, dont on ne parle jamais, évidemment. Adam Smith dit le fait de faire un 18e d'épingle, au lieu d'être une seule personne, à faire tout ce qu'il faut depuis le fil de fer brut jusqu'à l'épingle passée à la forge, etc., à l'aiguisage et tout ce qui s'ensuit, eh bien, il dit cette économie des machines et des manufactures, me dit-on, en français. Ah, il a été traduit en français. Ben, je ne savais pas. Je connaissais le titre anglais, mais Laurent Tasquin, Management humain, merci. Je pensais que c'était Management humanisé. Et donc, Charles Babbage, est traduit en français. Ben, vous m'apprenez quelque chose, à Bouyouba. Et donc, c'est économie des machines et des manufactures. Alors, donc, merci de chercher comme ça, c'est très bien, ça m'alimente, ça vous alimente vous aussi. Donc, alors, euh, Adam Smith va trouver trois euh, avantages à la division du travail. Bon. Après, on en trouvera beaucoup plus, on verra plus tard. Il dit, le premier avantage, c'est qu'on fait les choses plus vite, évidemment. Si vous avez 18 personnes qui font chacune un 18e d'épingle, eh bien faire un 18e d'épingle, c'est infiniment plus rapide que de faire 18 18e d'épingle, quel que soit le 18e. Bon. Donc il dit l'ouvrier va apprendre à travailler plus vite. Bon. Deuxième avantage, il dit l'ouvrier va être plus habile à force de faire la même chose à chaque reprise, dixième, onzième, millième, deux millième reprise, cette partie de 18e d'épingle ou de ce que vous voudrez, ou du stock de charrue ou de n'importe quoi, eh bien, il va le faire, il va trouver des moyens pour le faire mieux, plus vite. Enfin, mieux, c'est synonyme de plus vite, bien évidemment. Et le troisième avantage, je ne sais pas où il a trouvé ça, il le dit paradoxalement, troisième avantage, c'est que ça va augmenter la propension de l'ouvrier à innover. Alors plus tard, un certain Claude Durand, psychologue industriel qui a écrit un livre, je ne me rappelle plus, enfin plusieurs livres, dont un qui traite de ces choses-là, où je pense un chapitre dans le livre de André Gorz aussi, critique de la division du travail, dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Eh bien, Adam Smith dit, ça va augmenter ses capacités à innover, mais innover quoi?
innover dans le détail du détail du détail, c'est-à-dire innover dans l'infinitésimal du 18e d'épingle, ce qui est une forme de rabougrissement des capacités de notre cerveau et de nos véritables capacités d'innovation. Nos capacités d'innovation et la façon dont notre cerveau fonctionne, avec la plasticité, la redondance, la connectivité, etc., chose dont je reparlerai, eh bien, c'est de l'innovation, mais de l'innovation dans le sens et dans la signification et dans l'amélioration en termes généraux et multiformes de ce qu'on fait. Pas en termes de 18e d'épingle, ça n'a aucun sens. De dire qu'on va développer sa capacité d'innovation en tant qu'être humain en innovant la façon de faire un 18e d'épingle. Alors voilà les trois avantages que Adam Smith voyait à la division technique du travail. Bon, technique, on rappelle que c'est Marx qui va les développer avec notamment la théorie de l'aliénation, sur laquelle on reviendra la semaine prochaine. Et donc, il faut savoir qu'Adam Smith revient là-dessus, ailleurs dans son œuvre, mais on ne le dit jamais. Et paradoxalement, apparemment sans se rendre compte qu'il se contredit lui-même. Il écrit aussi, après avoir écrit que la division du travail, 18e d'épingle, tout ça, va augmenter trois choses, etc., dans les habiletés de l'être humain, donc faire plus vite, être plus habile, innover, etc., eh bien, il va dire, je l'ai déjà dit, je pense, à faire cela, si tout le peuple anglais est réduit à ça, ce sera un peuple d'idiots, d'abrutis. Il utilise le mot abruti, abrutissement. Parce que, dit-il, que voulez-vous qu'il y ait dans une tête qui ne fait qu'un 18e d'épingle, sinon un 18e d'épingle. On ne trouvera pas autre chose. Et il rajoute, contrairement au pays des sauvages, alors les sauvages c'était nous à l'époque, hein, c'est l'Afrique, etc., où chaque membre de tribu s'occupe à plusieurs activités différentes, ce sauvage développe plusieurs capacités de son cerveau qui font qu'il va être capable de penser plusieurs choses différentes, etc. Donc, ce qui augmente son intelligence et sa capacité de complémentarité avec les autres membres de la tribu qui eux-mêmes ont le même processus à faire des choses variées. Ce dont parlera Dumas Zedier dans son concept de développement. Bon, donc, voilà Adam Smith qui se contredit lui-même, et on ne le dit pas. Et Karl Marx, plus tard, va aller beaucoup plus loin et nous expliquer d'une façon absolument éclatante et radicale à quel point cette division technique du travail va conduire à une plus grande aliénation de l'être humain. Et on sait ce qu'est l'aliénation, on y reviendra, qui vient du latin alienus, alienatus, qui veut dire couper. Alors c'est resté dans le jargon juridique, par exemple, on dit s'aliéner un bien. On peut s'aliéner un bien de son vivant, par exemple, au profit de ses héritiers. S'aliéner, c'est couper. Et aliénation est passé aussi dans le jargon médical, dans le sens de aliénation mentale. Alors, aliénation mentale, ben, c'est la coupure. Coupure, quelle coupure? C'est la coupure entre ce que fait le cerveau de cet être humain et ce que cet être humain
s'il était doté d'un cerveau non pathologique ou non atteint de pathologie, aurait fait, aurait été différent. Donc, il y a une coupure. Le fou, l'aliéné, le schizophrène, le psychopathe est dirigé par quelque chose qui est étranger à lui, qui est coupé de lui. C'est sa maladie mentale, qui est autre chose que lui. Alors voilà donc un peu le sens du mot aliénation, que Marx va reprendre d'ailleurs d'idées de Hegel, le philosophe, bon, William Hegel, Friedrich Wilhelm Hegel, si j'ai bonne mémoire. Bon, alors donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas prendre plus de temps que ça, d'autant plus que je ne peux pas vous entendre. Je vais essayer de régler ce problème de mon micro, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, donc, ni entendre si Mohamed. Et donc, terminer avec ça, les avantages que Adam Smith prétendait trouver à la division technique du travail. Ce Charles Babbage, l'intermédiaire, donc, qui va dire que si vous êtes manufacturier et vous voulez faire de l'argent, eh bien, je pense que le mot argent figure dans le titre en anglais, alors que dans le titre en français, c'est le mot économie. Donc, Babbage dit, au lieu de recruter une personne qui sait faire l'épingle au complet, étant donné que cette personne est rare, quel que soit le salaire que vous lui donnez, ce sera toujours plus coûteux que de donner 15 salaires ou 18 salaires à 18 personnes qui ne font qu'un 18e de cette épingle. Alors vous faites l'addition des 18 salaires de ces 18 personnes qu'on peut trouver n'importe où pour faire un 18e d'épingle, et ce sera toujours moins cher que d'aller chercher une personne qui sait tout faire, depuis le fil de fer jusqu'à l'épingle. Alors, on s'arrête là pour l'instant, et la semaine prochaine, on continuera avec l'aliénation, et comme d'habitude, je débuterai avec vos questions, si j'en reçois d'ici là, ou vos commentaires. Merci infiniment. C'est Mohamed, je t'entends pas, malheureusement. Je vais essayer de régler ce Ouais, problème. Allez, à la semaine prochaine. je prends la Que tout le monde parole se porte bien. juste Merci pour pour moi. vos au revoir et pour vos Ouais. merci. Merci à vous et à bientôt donc. Enfin bientôt, Donc, je prends la la semaine parole prochaine rapidement. et on parlera à ce moment-là de l'horaire du ramadan. Ok. Inch'Allah. Je prends la parole rapidement pour vous demander à tous de mettre le pouce bleu.